le journal. 24 novembre 2022, madame, monsieur, il est 19h à Mandiko Télévision. Bienvenue à cette grande édition du journal, dont voici les grands titres de votre journal. Le M23 doit déposer les armes, s'est désengagé de zones qu'ils occupent et replier jusqu'à ses positions initiales. Ceci ressort de résolutions prises au mini-sommet de Luanda qui autorise la force régionale d'user de la force en cas de refus ou de résistance des rebelles du M23. Le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI sera publié le samedi 26 novembre prochain. Le président Denis Kadima l'a annoncé lors du cadre de concertation avec le parti politique mercredi 24 novembre au Palais du Peuple. 57 ans après l'avènement du MPR du maréchal Mobutu, Sese Seko, un de ses fils Dodi Mobutu, à l'occasion de cette date de l'histoire politique de la RDC, s'est souvenu. Bonsoir. Les efforts de l'Angola et des leaders de Grand Lac visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'Est de la République démocratique du Congo ont beaucoup évolué et sont salués par les États-Unis. Lors du mini-sommet de Luanda tenu le mercredi 23 novembre sans le Rwandais Paul Kagame, le chef d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont pris plusieurs résolutions sur la question du M23 et du Rwanda. Suivez ces commentaires de Guy Ilunga. Les États-Unis d'Amérique apportent leur soutien aux résolutions du mini-sommet de Luanda sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le pays de Joe Biden dit saluer les efforts de l'Angola et des leaders des Grands Lacs visant à mettre un terme à la violence et aux souffrances dans l'Est de la RDC. Lors du mini-sommet de Luanda tenu hier mercredi 23 novembre, sans le Rwandais Paul Kagame, Joao Lourenço, Félix Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye et le facilitateur Uhuru Kenyatta ont décidé du retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC du 8 novembre 2022, tenue à Bujumbura sous le contrôle de la force régionale et mécanismes ad hoc en collaboration avec la MONUSCO. Initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et les replis du M23 dans ses positions initiales de Sabinyo du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne des villages Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutsiro et Konkwe. Si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État de la EAC instruiront la force régionale à faire usage de la force pour les pousser à se soumettre, lit-on dans ce communiqué. Les chefs d'État de l'EAC ont également décidé de créer des conditions en vue de l'occupation actuellement sous contrôle du M23 par la force régionale de l'Afrique de l'Est, avec le soutien du mécanisme de vérification ad hoc au plus tard ce vendredi. Ils ont par ailleurs appelé à la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés, locaux et étrangers opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo et de la région. Absent à ce mini-sommet, Paul Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Et puis, un accord a été trouvé pour un cessez-le-feu immédiat dès vendredi soir dans l'Est de la République démocratique du Congo, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères à l'issue d'un mini-sommet qui s'est tenu le mercredi 23 novembre à Luanda. Le parti se sont accordés pour exiger le retrait de rebelles du M23 des zones occupées et leur repli dans leur position initiale. Au cours d'une interview lui accordée par France 24, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et de médias, parle d'une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres sur le retour de la paix à l'est du pays. La première garantie, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un accord qui a été signé, le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CIRGL et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président burundais, le président angolais, mais aussi
le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président Tshisekedi, bien évidemment, le président Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Vous savez que les M23, depuis les débuts de ces hostilités, est représenté par le Rwanda, disons les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté de tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Nous garderons cette donne de prudence parce nous connaissons, c'est le Rwanda, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez suivi un communiqué du département d'État qui demande au Rwanda de manière claire de cesser tout appui au M23. Nous espérons cette fois-ci, comme l'engagement est plus ferme, comme les deux processus de paix ont interagi ensemble, que le Rwanda se tiendra à respecter ce qui est prévu. De toute évidence, si cela n'est pas respecté, il y a des mesures, notamment la force régionale, qui sera obligée de recourir à la force effectivement pour déloger les M23. Et donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres, mais nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat escompté. Et puis dans le même chapitre, l'accord de Luanda signé le mercredi 23 novembre pour un cessez-le-feu immédiat de vendredi soir dans l'est de la République démocratique du Congo suscite déjà de réactions dont les chefs de Congolais. La dernière en date est celle de Hervé Amani, membre du mouvement citoyen Filimbi Goma. Ces derniers insistent sur l'applicabilité et le respect de cet accord sans lequel ça sera une recréation à laquelle nous sommes déjà habitués. Il a été joint au téléphone par Viningali Junior. Nous avions accueilli avec un peu de soulagement l'accord ici du mini-sommet tenu à Luanda par les chefs d'État de la sous-région. Notre inquiétude, notre problème réside dans l'applicabilité ou bien dans le respect de ce qui a été décidé par les chefs d'État réunis à Luanda. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, ça devient une énième fois que les chefs d'État se réunissent autour de cette question, la paix à l'est de la RDC. Donc, si cela ne tient pas toujours, ça sera une récréation auquel on est habitué. Notre souhait en est que cela produise des fruits. Notre souhait en est que cela assure ou bien garantit et que ça essuie les larmes de la population du Nord Kivu qui souffre tant depuis une décennie, depuis des années à cause de cette guerre qui ne dit pas son nom. Donc, à notre niveau, on ne peut que saluer ce courage ou bien cette détermination-là du président Joao Lorenzo avec d'autres présidents de l'agent des Grands Lacs qui se sont mis sur table pour trouver des solutions adéquates. Parce qu'on ne doit pas se fier la face. La situation humanitaire au Nord Kivu est trop catastrophique comme on ne l'imagine pas. À Kinshasa, on peut le dire comme on veut, mais je vous assure que c'est trop catastrophique. Donc nous appelons le président Tshisekedi à user de la sagesse dans la résolution de cette crise, de ces conflits-là, en fait qu'on trouve une solution durable pour que la population du Nord Kivu se retrouve au moins en paix et que son nom soit ancré dans l'histoire, dans les annales de l'histoire, comme il a été le président qui a donné la joie, qui a donné la paix, qui a soulagé la misère de la population du Nord Kivu. L'appel au recrutement de jeunes au sein de FARDC lancé par le gouvernement congolais pour défendre l'intégrité nationale a rencontré l'assentiment de plusieurs jeunes Kinois. Cependant, ces derniers s'interrogent où faut-il se présenter pour toute souscription. Jocelyne Massiala et Deo Chilombo pour plus de détails. Servir sous le drapeau national devient de plus en plus un besoin ardent pour plusieurs jeunes Congolais, souciés de voir leur nation sortir le plus vite que possible de la crise sécuritaire qui prévaut à l'est du pays. Ces derniers se disent prêts à prendre les armes, mais ils ignorent par où commencer, car, précise-t-il, les sites commis pour l'opération des recrutements dans les FARDC ne sont pas connus de tous. Nous sommes motivés par cet appel, mais nous ne savons où se faire enregistrer. Je suis prêt pour m'enrôler dans l'armée afin de défendre mon pays. D'autres, par ailleurs, font quelques recommandations au gouvernement congolais, notamment dans la prise en charge des hommes en uniforme. Le gouvernement a pris une belle initiative de faire appel aux jeunes, mais là, on a reçu un appel, un recrutement.
Ce que je demande au gouvernement, qu'ils ne s'arrêtent pas à l'appel simplement, ils doivent aussi penser à l'assistance morale, financière et surtout aux équipements en armes, car nous apprenons que les rebelles qui nous attaquent à l'Est sont mieux armés que nous. Il revient aux services concernés par les recrutements de vulgariser tous les sites d'enregistrement des volontaires pour intégrer le FARDC afin de donner la chance à tous citoyens passionnés de servir sous le drapeau national de réaliser leurs rêves. Parlant processus électoral, se concrétise. Le calendrier électoral devra être publié ce samedi 26 novembre courant, comme l'a annoncé Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'était au cours du cadre de concertation avec le parti politique tenu au Palais du Peuple le mercredi 23 novembre. Commentaire de Guy Ilunga. Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. À ce stade, la centrale électorale est sous la contrainte d'accélérer à tous les niveaux du processus, car le temps est en retard vis-à-vis des délais raisonnables. Ainsi, la CENI projette de lancer les opérations d'enrôlement des électeurs en décembre de cette année. Selon la feuille de route de la CENI, cette opération ira de décembre 2022 à mars 2023. Elle sera repartie en plusieurs phases concomitantes qui commenceront par 9 provinces de la première zone des opérations, dont les provinces de Kinshasa, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de l'Équateur, du Nord-Ubangi et Sud-Ubangi et de la Tchouapa. Aujourd'hui, la cartographie des centres d'inscription est finalisée. Aucune des 26 provinces de notre République n'a vu le nombre de ces centres d'inscription être réduit. Entre-temps, la CENI a déjà clôturé la formation des formateurs sur la révision du fichier électoral. Formateurs qui seront déployés à travers la République pour former jusqu'à atteindre les agents temporaires commis pour l'opération d'enrôlement des électeurs. Agents qui ont, eux, par contre, déjà fait leur test. Tout à fait autre chose, le ministre de l'EPST, Tony Mwabakazadi, a procédé au lancement officiel de la mise en ligne du fichier d'identification de tous les élèves des établissements publics et privés agréés de la RDC. Objectif, donner à chaque élève un numéro qui l'identifie, qui va le suivre dès l'entrée jusqu'à la sortie de son cursus scolaire. Reportage de Martin Kaimbe. Tous les élèves du primaire et du secondaire, de secteur public comme privé agréés seront identifiés dans un fichier numérisé et chaque élève se verra doté d'un numéro d'identification qui pourra les conduire jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Cette opération a été lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazadi, qui a indiqué que son administration connaît que le nombre des établissements scolaires publics et privés et pas le nombre des élèves qui fréquentent ces écoles. Et là, c'est la mise en ligne officielle et de nos jours, chaque parent peut consulter en ligne et c'est de façon progressive qu'on le fait. Avec un numéro identifié à chaque élève, vous pouvez à partir du nom de l'enfant ou du nom de l'établissement, localiser un enfant là où il étudie, parce que c'est le même numéro qui va le suivre à l'entrée et à la sortie de son parcours scolaire. Tous les établissements privés agréés sont également identifiés. On peut les consulter. Il y en a qui sont viables. Il y a même des informations sur ceux qui possèdent des faux arrêtés ou même ceux qui fonctionnent sans arrêté. Tout ceci est dans ces fichiers que nous venons de lancer officiellement et autoriser la mise en ligne pour consultation. Cette opération contribue également à l'identification de la population car ces fichiers seront également envoyés à l'ONIP pour l'intégrer dans le fichier général d'identification de la RDC. Kinshasa a abrité le premier colloque de mandataires de mines et de carrières en République démocratique du Congo. Les participants vont réfléchir sur le 4 ans du code minier, s'il faut le révisiter face aux réalités de marché sur terrain. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kaimbe, une fois de plus. Les participants au colloque de mandataires en mines ont réfléchi autour du thème 4 ans du code minier, s'il faut le révisiter au regard de réalités du marché. Plusieurs sous-thèmes ont été développés par différents orateurs,
dont le ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando Mboyo, en sa qualité de mandataire en mines et de carrière. Il a exposé autour du sous-thème « Les mandataires en mines et carrières face au marché minier ». Il a par ailleurs plaidé pour que le pays puisse disposer d'un marché de transformation minière, avant de souligner que le droit minier est bien organisé en RDC. Maître Guy Luando a souligné qu'il y a un lien tout à fait naturel entre le corps des mandataires en mines. Le législateur a voulu que les questions liées à l'administration minière soient gérées par une catégorie professionnelle. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut interagir avec l'administration minière. La loi a voulu que cette interaction se fasse à travers un corps appelé corps de mandataires en mines et de carrière. Ils ont pour mission de conseiller ou d'assister les personnes intéressées dans les contentieux y afférents. Ce premier colloque de mandataires en mines s'est clôturé par des recommandations formulées par les participants dans l'objectif de mieux organiser cette profession. Ces journaux se poursuit, Madame, Monsieur, le Fonds monétaire international FMI est satisfait de progrès réalisés dans le cadre du programme de redressement des finances conclu avec le gouvernement de la RDC. Le FMI ajoute que 4 de 5 repères structurels convenus ont été respectés en attendant la publication d'un contrat minier. Toutefois, un préalable à vider s'impose. Il s'agit du protocole d'accord signé entre Dan Gettler et le gouvernement congolais, dont on attend encore la publication. Éclaircissement avec Guy Ilunga. Le Fonds monétaire international FMI insistait déjà en juillet 2022 sur la publication d'un protocole d'accord signé entre Dan Gettler et le gouvernement congolais. Ce texte a permis, selon les autorités congolaises, à l'État de récupérer des actifs miniers et pétroliers estimés à 2 milliards de dollars en échange notamment d'abandon des poursuites. Le FMI avait apprécié le fait que le gouvernement organise une table ronde de 2 jours sur cette question au profit de la société civile, mais il estimait que cela n'était pas suffisant. De son côté, le gouvernement justifiait la non-publication du contenu de cet accord par les clauses de confidentialité qui l'entourent, ce qui est contraire aux prescrits du code minier qui impose la publication de tous les contrats miniers, leurs annexes et avenants dans le journal officiel et sur le site web du ministère des Mines en dehors 60 jours de la date de leur signature. Les choses auraient bougé selon le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi qui assure que le contrat est en phase de finalisation avec la firme de Dan Gettler étant donné qu'il y a eu un premier accord qui a fait l'objet des discussions complémentaires. Selon lui, le contrat est quasiment finalisé. Toutefois, dans les prochains jours, il devra en principe être rendu public, espérant que cela interviendra le plus tôt possible, mieux avant la fin de la semaine, comme prévu. Ainsi, la page de ce contrat pour aller de l'avant sera tournée afin de permettre au pays de récupérer ses actifs miniers. Dans un autre chapitre, l'insécurité dans le Maïndombe, précisément à Kwamouth, l'heure est à présent aux propositions de voies et moyens afin de répondre aux conséquences causées par ces massacres. Faustin Bimitia Kinkoufi, président de l'ASBEL, jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu Javiba en sigle, appelle le chef de l'État à organiser une table ronde et une chaîne de solidarité en faveur de se déplacer. Il était au micro de Vite Mpanzou. Les atrocités du triangle Kwamouth-Bagata et Kenge a des conséquences énormes. Beaucoup de personnes sont décédées et depuis leur décès, on n'a jamais enterré certains parmi eux. Les corps se sont décomposés à ciel ouvert. Aujourd'hui, il y a des squelettes dans des forêts, même dans des villages saccagés. En dehors de cela, nous avons des déplacés dans différents sites, en commençant par les Grands Bandundu, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons les enfants qui n'étudient plus. L'avenir de la jeunesse est gâché. L'aspect économique, il y a des maisons saccagées. Les éleveurs, leur élevage sont volés. L'insécurité alimentaire et physique. Dans la ville de Kinshasa, les premiers greniers agricoles, c'est cet espace-là. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, la situation de plus en plus devient difficile. Et nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'activer la tenue de la table ronde qui va regrouper les jeunes, les fermiers, les chefs coutumiers
de l'espace Grand Bandundu, les gouverneurs des 3 provinces, les experts du ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale, ainsi que les experts du ministère de l'Institut géographique du Congo. Javiba se propose d'organiser des conférences de paix et de cohabitation pacifique et du développement. Javiba se propose d'organiser, de lancer une chaîne de solidarité. En passant, nous remercions le gouvernement pour ses efforts, mais les vivres que le gouvernement a donnés, c'est insignifiant, c'est une seule fois. Nous lançons un appel au Parlement de lancer la chaîne de solidarité en faveur des déplacés du triangle Kwamut Bagata et Kenge. L'avenir de la jeunesse et les élèves vont étudier cette année ou pas. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, quelle est la proposition, la voie de sortie pour les élèves déplacés des atrocités de Kwamut? 24 novembre 1972, 24 novembre 2022, l'RDC et la Chine totalisent à ce jour 50 ans de la normalisation des relations diplomatiques établies par les 2 gouvernements après la rencontre entre le président Mobutu et Mao Zedong. À cette occasion, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères et membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, se sont échangés de messages de félicitations et de continuité favorable. C'est un commentaire de Guy Ilunga. « 24 novembre 1972, 24 novembre 2022, la RDC et la Chine totalisent à ce jour 50 ans de la normalisation des relations diplomatiques établies par les 2 gouvernements après la rencontre entre feu les présidents Mobutu Sese Seko et Mao Zedong. À cette occasion, le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères et membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, M. Wang Yi, et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, se sont échangés des messages de félicitations. M. Wang Yi a souligné qu'au cours de ces 50 ans, les relations bilatérales entre la Chine et la RDC ont connu un développement régulier. L'amitié traditionnelle s'est renforcée sans cesse. La coopération diversifiée dans plusieurs domaines a produit des résultats remarquables et le partenariat stratégique sino-congolais axé sur la coopération gagnant-gagnant est devenu plus étroit. Il a exprimé sa volonté de travailler ensemble avec Christophe Lutundula pour approfondir davantage la coopération dans plusieurs domaines et pour que les relations sino-congolaises produisent encore de nouveaux fruits. Pour sa part, Christophe Lutundula a salué ce parcours de 50 ans d'amitié et de coopération extraordinaire autour du principe de base à 4 piliers, notamment l'égalité, la solidarité, la neutralité et la popularité, caractérisés par un partenariat stratégique et gagnant-gagnant renforcé par la volonté réciproque de 2 peuples de surmonter ensemble les défis du développement pour des réalisations importantes et très remarquables. Profitant de l'occasion, il a réitéré à Wang Yi sa ferme volonté de travailler pour le raffermissement et le développement des relations amicales et la coopération mutuellement bénéfique et très agissante existant depuis belle lurette à l'avantage des peuples chinois et congolais. Il a souhaité un avenir radieux à la coopération sino-congolaise vers un partenariat global, ouvert et pragmatique pour les 50 prochaines années. On l'a annoncé en titre le 24 novembre 1965, date à laquelle le maréchal Mobutu Sese Seko avait pris le pouvoir pour l'avènement de la Deuxième République qu'il baptisera le Zaïre, fait partie de souvenirs de notre histoire politique. Pour mémoire, l'un de ses fils biologiques, Dodi Mobutu, résidant à l'étranger, garde encore de souvenirs de celui qu'on appelait les rassembleurs et père fondateur. Pour ce faire, Dodi Mobutu invite le peuple congolais à l'unité. Suivez-le en duplex au micro de Muriel Monsa Ambo. Merci de vous remémorer cette date qui nous rappelle le maréchal Mobutu. Bon, c'était une date, pour faire le parallélisme avec l'aide, bon, c'était, il faut le rappeler, c'était une date, la date à laquelle, en 1965, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, moi non plus d'ailleurs, le maréchal Mobutu prenait le pouvoir, devenait président de la République démocratique du Congo à l'époque, qui est devenue la République du Zaïre en 71, si je ne me trompe pas. Lier cette date
aux problèmes, à ce qui se passe à l'Est, bien que le maréchal ce sont des problèmes qui perdurent parce que le maréchal a lui-même connu ces problèmes qui se passent à l'Est, parce que en prenant le pouvoir le 24 novembre 65, on peut se rappeler, si on recourt un peu à l'histoire, c'est que le pays était divisé en plusieurs morceaux. Et le problème qu'il y a à l'Est aujourd'hui, c'est un problème qui existait déjà. D'où le fameux bataillon Camagnola qui est né au sein des forces armées. C'était en souvenir et en mémoire de la bataille de Camagnola qui a eu à l'est de la République démocratique du Congo à l'époque, où il a lui-même œuvré, d'où sa phrase habituelle: j'ai donné ma jeunesse, j'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays. Et ces enjeux de guerre se passaient souvent dans cette partie de la République du Zaïre. Et aujourd'hui, en me remémorant de cette date-là, qui était celle de la prise de pouvoir du maréchal, si je dois faire un saut pour repartir à la situation qui prévaut à l'Est aujourd'hui, il ne peut qu'avoir que tristesse et désolation. Aujourd'hui, on ne se le cache pas. Pour le Rwanda, qui est ce pays agresseur qui se voile, qui se masque derrière cet alias qui est le M23, qui endeuille nos populations, cela ne peut que nous rendre tristes, et nous ne pouvons que nous incliner devant toutes ces familles endeuillées. Et comme on disait, comme le maréchal aimait le dire, comme il le disait si bien, dans situation pareille, et comme le chef de l'État l'a dit dernièrement, c'est que dans des situations pareilles, nous sommes africains, nous sommes bantous, nous devons tous nous ranger, comme le président l'a dit, derrière le commandant suprême des forces armées, et appuyer nos phares d'essai, être derrière eux, et qu'on le veuille ou pas, la victoire, elle est certaine. Et parce que ces terres, nous ne les avons pas quémandées, nous ne les avons pas arrachées. C'est le Rwanda qui nous agresse pour ce qui nous appartient. Et je peux simplement dire à tous les Congolais, unis tous comme un seul homme derrière le commandant suprême qui est le commandant en chef de nos forces armées. Ok, mais il est l'incarnation, on reconnaît en lui le père de l'unité, hein. Le père de l'unité nationale. Tout ce que je souhaite pour le Congo, c'est la paix, c'est que la paix règne dans une unité. Nous sommes en 145 territoires, plus de 450 ethnies, et les tribus, n'en parlons même pas, 26 provinces, la diversité des langues et des dialectes. Et à ça, je ne peux qu'appeler à l'unité nationale. Dans la paix, soyons simplement unis. Je souhaite que le peuple congolais reste uni comme un seul homme. En parlant du impère, le maréchal n'est pas là. Je vois Maman Nzuzi Mbombo, à qui je rends honneur aujourd'hui. Et en cette date, en parlant du impère, parce que quand on parle du impère, je vois parce que quand le maréchal est parti le 17 mai, c'est elle qui est restée en République démocratique du Congo, qui a même connu, cette brave dame qui a même connu la prison et tout ce qui s'ensuit, qui a été catégorique, qui n'a jamais caché son identité, alors que pendant les moments les plus sombres qu'a connu les Mobutistes, pendant que nous étions éparpillés sur les chemins de l'exil, mais elle a assumé son identité. Mais aujourd'hui, c'est quand même malheureux de voir que le MPR n'existe quasi plus. J'aurais vraiment voulu qu'il existe, mais bon, je ne sais pas, mais je ne sais pas si on peut parler du MPR au passé. Mais l'idéologie reste, et l'idéologie du MPR demeure toujours. J'avais vraiment la main à la pâte là-dedans, mais je pense que c'était plusieurs enjeux. Et puis avec la configuration politique aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est quand même, par rapport à moi, c'est quand même difficile, parce que, bon, après réflexion, j'ai quand même
Aujourd'hui, je peux même vous annoncer que j'ai cheminé avec un parti politique qui s'appelle le CDR, le parti cher au ministre Jean-Lucien Aboussa. Avec lui, on a partagé des convictions. Lui-même est un fils, pas biologique, mais un fils Mobutu dans l'idéologie, parce que bon, c'est du début des années 90, il a commencé à la présidence de la République avec le maréchal Mobutu, et c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé déjà il y a quelques années, et c'est une personne qui partage non seulement l'idéologie mobutiste, mais qui a la vision, qui partage et qui accompagne la vision qui était celle du président Mobutu. Et pour finir, le journal du pays accorde plus d'attention aux dernières résolutions de Luanda sur l'agression que notre pays, la RDC, subit de rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Aussi, les turbulences du parti présidentiel sont de la partie. C'est un résumé de Guy Ilunga Kabamba. Mesdames et messieurs, la crise de l'Est continue de camper en première ligne de l'actualité. Pour le Phare, qui titre à sa une, le M23 est sommé de déposer les armes à partir de ce vendredi. C'est en fait une petite mais capitale victoire de la diplomatie dont le mini-sommet de Luanda a pu obtenir. Le Phare estime que des résolutions fortes ont été adoptées contre le M23 avec la menace d'user de la force en cas de résistance de ce mouvement rebelle. Aussi, une mise en garde a été donnée à tous ceux qui soutiendront les groupes armés. La prospérité, pour sa part, renchérit en ces termes sur le sujet. RDC Rwanda, un accord de cessez-le-feu arraché à Luanda. L'article salue l'avancée mais note en revanche l'absence inattendue de Paul Kagame qui s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Ce qui n'a pas plu et constitue l'intention manifeste du président rwandais de saboter les efforts pour la paix dans la région. N'empêche que le cessez-le-feu arraché est un coup de massue pour Kagame et le M23. Changeons de registre avec une actualité de politique intérieure que nous informe le quotidien Le Journal. L'UDPS se fait petite, titre-t-il, pour évoquer le conflit Wakwenda-Augustin Kabouya. L'article estime que le parti présidentiel n'arrive pas à assumer son rôle depuis 4 ans au pouvoir en gérant ses crises internes. C'est dire que de telles frasques peuvent éclabousser la personnalité du chef de l'État. Et le journal de s'étonner que c'est une scène de plus que l'on ne pouvait pas imaginer même au temps du régime précédent. Moralité, discrétion et dignité s'imposent aux responsables du parti présidentiel qui perd beaucoup d'éclat. D'éclat allant aux dégâts que nous rapporte le même journal en écrivant une lettre empoisonnée à la présidence de la République. L'article cite des sources concordantes qui auraient confié à Info.cd que le directeur de cabinet du président de la République, Guilain Yembo, a échappé la semaine dernière aux effets toxiques d'une lettre empoisonnée revêtant un caractère officiel. Ce qui est inquiétant. Des enquêtes sont en cours, assure le journal, pour établir les responsabilités. Pour les détails, le directeur de cabinet même aurait ouvert la lettre dont le gaz toxique se serait répandu au point d'indisposer sa personne sans lui causer pour autant, Dieu merci, des dommages fatals. Cette lettre, selon la même source, provenait d'une mission diplomatique de la place. C'est tout ce qu'on en sait. C'est tout pour la revue de cette édition, mesdames et messieurs. Au revoir. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le M23 doit déposer les armes, s'est désengagé de zones qu'ils occupent et replier jusqu'à ses positions initiales. Ceci ressort de résolutions prises au mini-sommet de Luanda qui autorise la force régionale d'user de la force en cas de refus ou de résistance des rebelles du M23. Le calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI sera publié le samedi 26 novembre prochain. Le président Denis Kadima l'a annoncé lors du cadre de concertation avec le parti politique mercredi 24 novembre au Palais du Peuple. 57 ans après l'avènement du MPR du maréchal Mobutu, Sese Seko, un de ses fils Dodi Mobutu, à l'occasion de cette date de l'histoire politique de la RDC, s'est souvenu. Ce journal se referme au nom de toute la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Dans l'entretemps, bonne évasion sur Mondico Télévision. Bonsoir.